to the Vice President, Président Ouattara, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, and all of the Mesdames distinguished et guests, Messieurs les ministres, I'm very chers pleased to be with you invités, today. je suis très heureux But d'être let avec me vous start aujourd'hui. by pointing to one obvious thing. Permettez-moi I am de not dire quelque KY chose Amoko. d'évident. Je ne suis pas Dr. KY This is Amwako. clear. Dr. Amoko Le had docteur agreed to Amwako make this presentation, avait accepté de faire cet exposé, mais son vol a été annulé la nuit dernière. Il est actuellement en route, mais il n'est pas encore là. Je voudrais donc solliciter votre indulgence, car je vais faire cet exposé en son nom. Passons aux transparences suivantes. Alors, comme vous l'avez indiqué, le thème de ce forum est « Imaginer ce que sera l'Afrique dans 40 ans ». L'exposé sur ce thème couvre toute une série de questions, mais je voudrais me focaliser sur 3 thématiques. La première est que ce qui va se passer dans ces 40 ans dépendra de ce que les leaders, ainsi que la société civile vont faire de l'Afrique. Deuxièmement, le monde rencontre des situations beaucoup plus difficiles sur le plan économique et cela va requérir des actions vigoureuses de la part des pays pour demeurer prospères. Et enfin, il y a des questions d'expertise économique pour déterminer ce que sera l'Afrique dans 40 ans. Alors, une grande question, que deviendra l'Afrique d'ici 40 ans? Ça pourrait certainement être l'Afrique que nous voulons, un continent dynamique, des populations prospères, qui a une influence croissante, mais elle pourrait également être un continent marginalisé. Et le message important de cet après-midi, c'est que ce qui va déterminer la physionomie de cette Afrique, en fait, dépendra des leaders africains qui doivent commencer à y réfléchir maintenant. Fort heureusement, il y a eu beaucoup de progrès. Et le meilleur exemple de ces progrès est qu'un pays africain sur 4 a pu obtenir plus de 3% de croissance per capita depuis les 10 dernières années. Et un de ces pays, c'est la Côte d'Ivoire. Cela montre que cet objectif est réalisable. Le problème, c'est qu'il ne s'agit que d'un pays sur 4. Donc, lorsque vous regardez l'ensemble du continent, parce que ce ne sont pas les plus grandes économies qui ont eu une bonne performance, mais lorsqu'on regarde l'ensemble, il y a un glissement. Nous voyons ici la croissance per capita au cours des dernières années. Et depuis 2010, nous voyons cela au niveau de la barre bleue. La croissance per capita a été plus faible que la moyenne mondiale, qui est représentée par la barre rouge ici, et beaucoup plus faible que la croissance per capita dans les autres pays émergents. En 2016, le revenu per capita a connu une baisse. En fait, le PIB connaît une évolution lente et bien sûr, la démographie connaît des avancées beaucoup plus fortes que nulle part ailleurs dans le monde. Alors, ces deux graphiques illustrent ce que l'Afrique pourrait être en 2060. La courbe verte représente le scénario où la croissance de productivité augmente au cours des 30 prochaines années. Et cela montre la transformation. Cela signifie que la part de l'Afrique au niveau du PIB sera 3 fois plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui et que les revenus per capita en Afrique que nous représentants ici à droite vont augmenter 5 fois plus
5 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, peut-être que le continent n'est pas encore en mesure de réaliser ce scénario, et ceci est représenté par la courbe rouge ici, c'est-à-dire qu'à partir des études de 2050, les projections montrent que le PIB de l'Afrique sera 40% inférieur et les revenus per capita seront 50 fois moins élevés. Mais ces scénarios sont illustratifs, mais ils ont des implications réelles sur la vie des populations. Par exemple, le scénario de convergence montre que la moitié d'1 million des Africains seront de la classe moyenne en 2060 et les autres seront pauvres. Alors, pour rattraper cette tendance n'est pas seulement une question de croissance, mais également de transformation. Cela impliquera un certain degré de diversification, de compétitivité des exportations, d'augmentation de la productivité, de la mise à niveau au plan technologique et de l'amélioration du capital humain ainsi que du bien-être humain. Ainsi que je l'ai dit, ce scénario de convergence, c'est peut-être une imagination, mais ce n'est pas un rêve, parce que un pays sur 4 réalise ses objectifs aujourd'hui. L'Afrique a un potentiel important. Et d'ici 2050, l'Afrique sera la seule région avec une force de travail croissante, avec des ressources importantes, avec 60% de terres arables non cultivées de la planète. Et bien sûr, elle pourrait avoir une classe moyenne augmentant rapidement d'ici 2060. La question importante qu'il faut se poser, bien sûr, est comment y arriver. L'argument de ce rapport est que ce n'est pas en fait une question de ressources naturelles, mais plutôt ce que les pays font. Il y a de grands pays, des petits pays, des pays enclavés, des pays côtiers, des pays n'ayant pas de ressources et des pays ayant de fortes ressources. Aucune de ces caractéristiques reflète la performance. C'est ce qu'ils font, la façon dont les gouvernements, les entrepreneurs et les institutions se comportent. C'est ce qui fera la différence. C'est ce que les pays feront. Il est clair que les conditions économiques dans le monde sont extrêmement difficiles et cela requiert des actions vigoureuses. Cet exposé met l'accent sur des mesures vigoureuses dans 7 domaines. Étant donné les contraintes de temps, je vais m'attarder sur 4 de ces domaines. Le premier domaine, c'est l'accélération de la transition démographique. Parce que sans cela, le dividende démographique ne sera pas réalisé et nous n'aurons même pas les ressources pour fournir une éducation de qualité à nos enfants. Le transparent suivant fournit une illustration selon laquelle cela est possible. On montre ici l'évolution des taux de fécondité dans un certain nombre de pays africains au cours des 50 prochaines années. Et il y a 3 choses à relever. D'abord, il y a 50 ans, tous les pays avaient des taux de fécondité qui tournaient autour de 6%. Deuxièmement, une variété de pays ont montré des déclins rapides dans une période d'une décennie ou 2. Il s'agit de la Tunisie et de l'île Maurice, à en juger par les performances des années 70, le Botswana et l'Afrique du Sud au cours des années 80 et 90, et l'Éthiopie et le Rwanda au cours des 10 dernières années. Et c'est l'exemple
exemples qui montrent que c'est possible au niveau des pays. Et si cette pratique pouvait être généralisée dans le continent, cela serait une véritable source de transformation du continent, un accès aux possibilités de développer l'éducation et la résolution d'un certain nombre de problèmes comme la démographie. La deuxième série d'actions concerne la réduction de notre vulnérabilité vis-à-vis des prix des produits de base. Alors, ce transparent montre combien cela est difficile. Cette courbe montre comment la courbe de croissance per capita au cours des 50 dernières années est vraiment irrégulière. La difficulté de changer cette évolution montre qu'au cours des dernières années, la vulnérabilité s'est accrue. Notre part d'exportation a baissé par rapport à l'année 2000. Au plan macro, nous observons des taux de change flexibles et il y a des chocs qui découlent. Et il y a également le problème de la diversification qui sera le sujet qui sera débattu tout à l'heure. Il s'agit également d'augmenter l'épargne et l'investissement. Au taux d'aujourd'hui, il n'est pas possible que l'Afrique rattrape le reste du monde. Ceci est illustré dans le transparent suivant, où la ligne rouge montre le taux d'épargne de l'Afrique. Il y a eu une augmentation au cours des années de boom, mais elle est retombée à 15%. Et nous voyons les taux d'épargne en rouge, en pointillé, qui représentent l'Asie. Aujourd'hui, le gap entre l'Afrique et l'Asie est le double de ce que c'était en l'an 2000. Alors, nous voyons la ligne bleue, c'est le taux d'investissement qui montre une légère augmentation, de 20% en 2000 à 22% actuellement. Bien sûr, au cours de cette période, les taux d'investissement, la ligne bleue en pointillé a augmenté beaucoup plus et aujourd'hui, le gap est de 50% supérieur à ce qu'il était en 2000. Ce document parle de plusieurs aspects et des différentes actions pour augmenter l'épargne, mais il faut que les citoyens puissent vivre dans leur pays. Ici, il s'agit de la croissance de la productivité. À terme, une augmentation des revenus va demander une augmentation de la productivité. Comparativement avec l'Asie, ce transparent montre également une situation dramatique. La courbe bleue montre la croissance de la productivité africaine au cours des 20 dernières années. La ligne rouge, c'est l'Asie. Pendant 20 ans, cette courbe a été plus élevée en Asie par rapport à l'Afrique. Et il est intéressant de voir que pendant le boom en Afrique, la croissance de la productivité des facteurs totaux a connu une croissance. Et il y a eu même une augmentation de la productivité dans certains pays et ceci a réduit la pression des réformes énergiques. Augmenter cette productivité exige plusieurs choses et l'adoption de nouvelles technologies, mais cela demande également la création d'institutions,
l'état de droit ainsi que des marchés compétitifs. Il faut que nous puissions combiner des intrants de façon beaucoup plus productive au niveau de l'agriculture. Fort heureusement, il y a un consensus à propos de ce qui doit être fait. Un pays sur 4 qui a une bonne performance aujourd'hui montre comment procéder. Si les bonnes pratiques dans ces pays, qu'il s'agisse du domaine macroéconomique, du niveau structurel, etc., si cela pouvait être généralisé, l'économie africaine pourrait véritablement se transformer. Et c'est à ce niveau-là que les bonnes politiques entrent en jeu beaucoup plus que l'économie. Parce que pour que cela se produise, nous avons besoin d'États capables et la capacité de mener des politiques et de faire preuve d'un leadership avéré. Nous avons besoin d'États capables, c'est-à-dire des États qui peuvent assurer la sécurité, l'État de droit et les services à ses citoyens et qui réussissent à faire en sorte que la croissance économique soit une réalité pour mobiliser toutes les ressources de la population et faire en sorte qu'elles en bénéficient. Entre autres, qu'elles réussissent à faire face à la corruption et au clientélisme. Une des mesures très importantes pour avoir un État capable, c'est de faire preuve d'un leadership politique qui assure la transformation économique. Nous avons essayé de souligner 4 leçons des pays asiatiques. Il s'agit de communiquer une vision qui unifie le pays. Deuxièmement, il faut développer les entreprises et les entrepreneurs, pas pour protéger les monopoles nationaux, mais pour compétir avec les marchés extérieurs. Troisièmement, mobiliser toutes les parties prenantes pour soutenir la vision d'un futur national. Et enfin, soutenir la légitimité autour de la responsabilité vis-à-vis des citoyens. La question la plus importante, c'est comment développer ce leadership, et cela va au-delà de l'expertise de simples économistes. Nous arrivons à ce transparent où nous parlons d'un consensus autour de ces 5 propositions. D'abord, il faut penser africain. L'avenir de l'Afrique doit être dans les mains des leaders africains. Les points 2, 3 et 4 concernent l'inclusion. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de femmes, il faut un leadership politique, il faut impliquer la jeunesse et il faut également développer la couche future du leadership et enfin, il faut se focaliser sur un héritage positif. Alors, mesurer tout cela n'est pas facile, mais il est important de savoir où nous allons. Et si le NEPAD et le mécanisme africain de revue par les pairs pourraient avoir été des opportunités ratées à cet égard, il faut savoir quelles sont les véritables opportunités qui pourraient être créées pour faire de cela une réalité. Et enfin, c'est quelque chose que je voudrais que vous gardiez à l'esprit pendant toute cette session, c'est simplement une réflexion. Dans ce cas-là, une citation de l'ancien président Mbeki qui a été répétée par plusieurs personnes et qui concerne tous les pays, non pas seulement les pays africains. Et il s'agit essentiellement de constater que nous sommes tous très apeurés de parler franchement de choses que nous ne faisons pas bien. Et si nous avons peur de faire preuve de franchise à ce sujet, dans 40 ans, nous serons condamnés à parler des mêmes problèmes. Je vous remercie de votre attention et je m'attends à une participation active au cours des jours prochains.
Bel exposé hein, du représentant de Kiwai à Mwako, qui est dans l'avion certainement. Et